l'artisanat, il suit la population, il suit le pouvoir d'achat. Hein. Mais l'artisanat bouge un peu moins rapidement que la population. J'ai 25% de la population qui vit aujourd'hui en commune rurale, j'ai 30% d'entreprises artisanales. Et pendant longtemps, l'artisanat est resté un peu plus présent au milieu rural et moins présent dans les grandes agglomérations, où il était plutôt en rattrapage. L'exemple, c'est que globalement en France, j'ai une entreprise sur 3 qui est artisanale. Dans le Rhône et dans tous les territoires urbains, je suis plutôt à 1 sur 4. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un phénomène de rattrapage. Il y a un peu moins d'entreprises qui se créent en milieu rural et un peu plus en milieu urbain. Alors, qui sont ces nouveaux entrepreneurs? Eh bien, 1 sur 2, c'est un micro-entrepreneur depuis 2014. Ça a baissé en 2015, suite à l'évolution du régime, mais massivement, donc entre 2009 et 2015, quand 2 entreprises se créaient, j'avais un micro-entrepreneur et un entrepreneur classique. Et si je mesure tous les micro-entrepreneurs qui se sont installés dans l'artisanat depuis 2009, j'arrive à 650 000. C'est énorme. C'est énorme, on arrive probablement. Alors, ça a baissé en 2015 et ça va probablement continuer à baisser. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas s'improviser quand même professionnel, quelle que soit l'activité, hein, coiffeur ou bâtiment, il faut quand même des compétences. Donc il est probable que le réservoir de compétences se tarit. Mais on a eu 650 000 et aujourd'hui il en reste 370 000 en activité. Pourquoi ce succès? Eh bien, c'est la promesse de l'aventure entrepreneuriale sans risque financier et sans moyens. Et de fait, les gens qui s'installent sont plutôt des jeunes, sont plus jeunes que la moyenne, c'est pour ça qu'ils ont moins de moyens en général. Et ce sont souvent des entrepreneurs pauvres qui ne pourront pas se développer. Vous avez ici les chiffres d'affaires trimestriels moyens par secteur. On est sur un SMIC. Hein. On a des entrepreneurs qui ont des revenus déclarés relativement faibles. Et ça donne quoi? Ça donne une vraie mutation. Si aujourd'hui, on va parler du RSI, donc la caisse où cotisent tous les indépendants, eh bien aujourd'hui, sur l'ensemble des cotisants au RSI dans votre profession artisanat, j'ai 40% de micro-entrepreneurs. Près de 40%. Alors, comment se situe Rhône-Alpes? Rhône-Alpes, c'est pas là où il y a le plus de micro-entrepreneurs, c'est en PACA globalement. En PACA, j'ai 45% des indépendants aujourd'hui qui sont des micro-entrepreneurs, la Corse 55%. C'est plus élevé aussi dans le nord-est. Rhône-Alpes est à 37% environ d'indépendants aujourd'hui sous le régime micro-entrepreneur. Et ces micro-entrepreneurs se répartissent différemment selon les secteurs. Ils sont très peu nombreux dans l'alimentation, puisque là, les seuls d'investissement que les fonds de commerce interdisent l'exploitation en micro-entrepreneurs. Ils sont attendus évidemment dans les services, 42%, dans le BTP, un tiers, plus inattendu, 41% dans la fabrication, qui a totalement vu l'explosion de ces régimes. Même dans la sous-traitance industrielle, qui était forte ici en Europe. Alors, ça conduit à quoi? Ça conduit à une hausse des emplois non salariés. Historiquement, l'emploi non salarié, les indépendants, ces emplois ont baissé depuis les années 80 au profit des emplois salariés qui se développaient. Là, on est sur une inversion de la courbe. Alors, qu'on retrouve dans toutes les économies françaises, c'est pas que dans l'artisanat, j'ai eu une montée du nombre des indépendants. Ici, vous avez les chiffres, 650 000 en 2010, donc avant la création du régime micro-entrepreneur. 2012, j'ai 260 000 en plus, indépendants. Et depuis, le nombre est stable. Je suis à peu près à 900, un peu plus de 960 000, c'est ça, indépendants. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que les indépendants classiques, eh ben, ils baissent. C'est-à-dire que progressivement, le régime micro-entrepreneur se développe au profit des indépendants classiques. Et ça va avoir des conséquences en termes de régime social aussi, d'équilibre des comptes, puisque les cotisations ne sont pas les mêmes. Et surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien, tout cela, ils n'ont pas du tout vocation à se développer. Et ça veut dire qu'on a de plus en plus d'entreprises artisanales aujourd'hui
qui sont des personnes qui travaillent seules et qui resteront seules et qui ne recruteront pas de salariés et qui ne recruteront pas d'apprentis. Alors, hausse de l'emploi non salarié, baisse de l'emploi salarié dans l'artisanat. Durant ces années de crise, l'artisanat a perdu 150 000 emplois salariés au niveau français, c'est pas rien. Il n'y a pas que l'artisanat, hein. Toute l'économie marchande a perdu des emplois salariés. En rouge, vous avez la courbe du secteur privé. Donc, dans le secteur privé, la baisse, elle a commencé plus tôt, un an plus tôt que dans l'artisanat, avec un creux très important en 2009, 2010-2011, une reprise, et puis c'est relativement stable par la suite. L'artisanat, en revanche, ça a été un peu stable entre 2009 et 2011, et puis depuis, baisse des emplois salariés. Et surtout, très inquiétant, on a perdu des entreprises employeuses. Et ça, c'est un phénomène inquiétant pour l'apprentissage, parce que ce sont ces entreprises qui forment les apprentis. Et donc, si je reviens à ce que je vous disais au début, on a de plus en plus d'entreprises artisanales, 1 300 000 aujourd'hui. On a gagné 400 000 entreprises, mais en fait, ce sont des gens majoritairement qui travaillent tout seuls. Et en revanche, le nombre d'entreprises employeuses est, lui, tendanciellement en baisse. Donc on a une vraie mutation du tissu économique, avec des unités de plus en plus petites, de l'auto-emploi, et des entreprises employeuses qui ont du mal à se développer. Alors, tout ça conduit à une baisse de l'apprentissage. J'en parle parce que c'est important dans la transmission des compétences de l'artisanat. Et on observe depuis 2013 une baisse du nombre d'apprentis formés dans l'apprentissage, c'est historique, puisque avec toute la modification de la réglementation apprentissage, ça avait bien remonté jusqu'en 2012-13. Là, on est sur une descente. Alors, il y a peut-être un retournement de tendance suite aux dernières mesures qui ont été prises en 2016. On verra ça dans les chiffres. Et pourquoi? Eh bien, comme je l'ai dit, parce que les micro-entrepreneurs, ces entreprises qui fonctionnent tout seuls, ne forment pas d'apprentis. Et ce que montrent les chiffres, les études qu'on a pu mener, c'est que les entreprises qui forment, plus l'entreprise est grosse, enfin, entre 2, 3, 5, 9 salariés, plus elle va former d'apprentis. Alors, autre fait inquiétant, on va parler encore un peu de géographie. Ici, vous avez des territoires en rouge et des territoires en vert. Globalement, les territoires en vert, ce sont des territoires où il y a des métropoles urbaines. On retrouve toute l'île de France et puis on retrouve le bassin rhodanien. C'est quoi ces territoires en vert? Eh bien, ce sont les territoires où la part de jeunes formés à un métier technique, CAP, BEP, est la plus faible. Globalement, ce qu'on observe, c'est que il y a de moins en moins de jeunes qui font le choix d'une formation technique, comme un CEP ou un BEP. Ces jeunes restent plutôt dans les territoires en rouge, donc dans l'ouest de la France. Ils sont plus souvent d'ailleurs dans les territoires ruraux. Et ce qu'on observe, c'est que les jeunes choisissent de moins en moins, les jeunes de milieu urbain choisissent de moins en moins de s'orienter vers un métier technique, comme le vôtre, un métier d'artisanat. Et donc ces territoires en vert, ce sont les territoires où j'ai le moins d'apprentis comparativement au stock d'entreprises. Et donc ça, c'est aussi un phénomène inquiétant. On est dans une inquiétant. Je ne sais pas si c'est inquiétant, c'est une tendance. On est dans une économie de services de plus en plus. On parle de désindustrialisation, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'emplois ouvriers dans la population. Or, on sait aussi que si on est fils d'ouvriers, on a plus de probabilité de faire le choix d'un métier ouvrier que si on est fils de cadre. Voilà. Dans les grandes métropoles, où il y a beaucoup d'employés et de cadres, on sait que les enfants de ces employés cadres administratifs seront moins nombreux à choisir, à faire le choix de métiers techniques ou de métiers d'artisanat. Et donc ça veut dire aussi que dans ces territoires ouverts, c'est beaucoup plus difficile, ça va être beaucoup plus difficile de développer l'apprentissage. Alors, de plus en plus d'entreprises salariées, je l'ai dit, les entreprises avec salariés ont été celles qui ont été le plus touchées par la crise économique, et notamment les entreprises entre 1 et 5 salariés. C'était un petit peu le maillon difficile, et c'est dans ces entreprises de 1 à 5 salariés où on a eu le plus de défaillances, une montée des défaillances d'entreprises
alors que les 6-9 salariés ou plus s'en sortaient plutôt mieux. Donc ce qu'on observe, c'est de plus en plus d'entreprises sans salariés. Les 6 salariés ou plus, ça va à peu près, mais le point faible, en fait, c'est toutes les entreprises de 1 à 5 salariés qu'il va falloir essayer de maintenir, puisque avant d'arriver à 9, il faut passer en général à 3 ou 4. Et le vrai maillon faible aujourd'hui, ce sont ces petites entreprises employeuses de 1 à 5 salariés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en 2000, la majorité des entreprises dans l'artisanat, c'était des entreprises employeuses. J'avais 43% d'entreprises sans salariés. Et bien en 2015, j'ai 62% des entreprises artisanales qui n'ont pas de salariés. Donc si on prend toutes les entreprises relevant de la chambre des métiers que vous devez accompagner, majoritairement, vous avez des entreprises sans salariés. Et ça, c'est pas la même chose d'accompagner une entreprise qui n'a pas de salariés, qui n'a pas vocation à se développer, qu'une entreprise de 10 salariés. C'est pas du tout les mêmes entreprises, c'est pas les mêmes modèles économiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre clientèle, celle que vous êtes censé accompagner, elle a beaucoup changé. Ce qu'on observe aussi, et c'est que les entreprises qui se créent, de plus en plus, elles se créent sans salariés. 4000 entreprises, 4000 matriculations à peu près dans le Rhône, eh bien 93% de ces entreprises qui se créent n'ont pas de salariés. Et donc, ce qu'on observe, ça c'est les chiffres de la région Rhône-Alpes, c'est que le nombre d'entreprises qui se créent avec des salariés est en baisse également depuis 2005. De plus en plus, l'entreprise artisanale qui se crée, c'est d'entreprises sans salariés. Pourquoi c'est inquiétant? D'abord, c'est un phénomène très français. La France est en queue de peloton pour ce phénomène, c'est-à-dire que on s'est beaucoup glorifié en France d'avoir des chiffres de création d'entreprises qui explosaient. Alors là, on est effectivement premier en Europe. En revanche, on est en dernier rang pour la capacité à créer des entreprises structurées. Et pourquoi c'est inquiétant? C'est que les statistiques montrent que plus une entreprise qui se crée avec peu de moyens, 75% des micro-entrepreneurs s'installent avec moins de 500 euros. Donc ça veut dire avec des équipements très light ou d'occasion. Quand on s'installe avec peu d'investissement financier au départ, avec pas de salariés pour le coup, peu d'expérience dans le métier, bien globalement on a des grandes chances de disparaître dans les 3 à 5 ans. Donc le fait d'avoir facilité la création d'entreprises, et c'est vrai que ça l'a beaucoup facilité, eh bien ça amène aussi beaucoup d'entrepreneurs plus pauvres et qui auront des difficultés à se développer. Dernier phénomène très important ici en Rhône-Alpes, vous êtes la première région de France pour l'artisanat producteur industriel. L'artisanat de fabrication, c'est extrêmement important dans l'économie industrielle, puisque 80% des entreprises industrielles sont dans l'artisanat. Donc l'artisanat est vraiment un rôle moteur dans cette économie industrielle. Eh bien cet artisanat est en crise depuis les années 2000. C'est-à-dire que même avant la crise économique, qui date de 2008, dans les années 2000 à 2008, déjà, le nombre d'entreprises artisanales de fabrication était en baisse, de même que le nombre des emplois salariés. Et donc ça veut dire que le phénomène de désindustrialisation dont on nous parle, quand on nous en parle, on nous parle plutôt des PME ou des grandes entreprises, on le voit également dans l'artisanat de fabrication. Et globalement, ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que l'artisanat de fabrication, depuis 2000, donc c'est pas loin, c'est 15 ans, il a perdu 25% de ses emplois salariés. Donc on est là sur un secteur dont il faut s'occuper et se préoccuper. C'est le secteur qui, dans l'artisanat, a le plus souffert. Alors, il a souffert pourquoi? D'abord, on a des secteurs qui ont dû faire face aux évolutions technologiques, notamment à la numérisation. C'est vrai dans l'imprimerie, c'est vrai dans l'ameublement, c'est vrai aujourd'hui dans la prothèse dentaire, c'est vrai évidemment dans le travail des métaux. Ce qu'on observe aussi, c'est que, je le disais, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs maintenant dans ces activités. L'apprentissage a quasiment disparu dans ces activités. En 1999, en France, on formait 33 700 apprentis dans ces activités. C'est 3 fois moins, 12 000 en 2015. Et si je prends vos chiffres ici en région Rhône-Alpes, pour 2 entreprises de l'alimentation, j'ai un apprenti.
Donc un apprenti pour 2 entreprises de l'alimentation. Dans l'artisanat de fabrication, j'ai un apprenti pour 20 entreprises. C'est-à-dire que la dynamique d'apprentissage, elle a quasiment disparu dans l'artisanat de fabrication. Donc 1 sur 2 dans l'alimentation, on est à 1 sur 7 dans le bâtiment, on est à 1 sur 5 dans les services, 1 sur 20 dans l'artisanat de fabrication. Et on se rend compte d'ailleurs aussi, pour le coup, de l'importance de l'apprentissage dans la capacité à régénérer le tissu économique. Enfin, on a aussi une évolution, vous changez, mesdames, messieurs les entrepreneurs, vous changez et votre niveau de formation augmente. Alors vous allez me dire c'est normal puisque le niveau de qualification des Français, du français augmente. Mais il y a un vrai sujet. En 1990, le niveau moyen des artisans, principalement détenteurs d'un CAP, BEP, il était supérieur à la moyenne de la population. Or, vous savez qu'entre-temps, on est passé à 80% d'une génération au niveau bac. Et que donc, quand vous lisez les rapports, les derniers rapports sur l'économie numérique, les métiers de l'artisanat étaient considérés comme des métiers de basse qualification. Basse qualification puisque le niveau CAP est inférieur au niveau bac. Et ça, c'est un vrai sujet, je trouve, pour l'artisanat, puisque évidemment, c'est pas un métier de basse qualification, mais il est perçu comme tel, par un certain nombre de décideurs. Néanmoins, on constate que de plus en plus ces chefs d'entreprise, le niveau de formation des chefs d'entreprise évolue. Et si vous voyez les chiffres des créateurs de l'artisanat, ceux qui s'installent aujourd'hui, eh bien j'en ai 1 sur 4 qui est diplômé d'enseignement supérieur. Et ça également, ça va amener des nouvelles compétences en gestion pour les entreprises. Je jette un œil sur mon chronomètre, il va falloir que j'abrège. Ça veut dire aussi que dans l'artisanat et dans votre population, celle que la Chambre de métier accompagne, j'ai une diversification des profils. J'ai toujours les artisans traditionnels, ceux qui ont fait carrière dans l'artisanat, qui ont démarré par un CAP, qui ont travaillé 10 ans, 12 ans avant de s'installer à leur compte. J'en ai toujours aussi, ils ont toujours existé, qui ont fait leur parcours de professionnalisation dans l'artisanat, c'est-à-dire qui sont arrivés sans diplôme, qui se sont formés sur le tas, et puis qui se sont installés par la suite à leur compte. Puis ce qui est un peu plus nouveau, c'est des parcours de reconversion, c'est des gens en fait qui viennent s'installer dans l'artisanat, mais après avoir fait toute autre chose dans leur vie professionnelle, des reconvertis on va dire, qui ont souvent travaillé dans des PMI, dans l'industrie ou dans d'autres secteurs, qui étaient experts comptables par exemple, et qui se sont dit je vais devenir boulanger, qui ont repris un parcours de formation pour s'installer dans l'artisanat. Ces parcours aujourd'hui, c'est à peu près un créateur d'entreprise sur 3 dans l'artisanat. Donc ça va amener une vraie évolution des profils de dirigeants. Alors, on termine avec le numérique. Le numérique, peut-être que quand vous étiez réunis il y a 10 ans pour parler des précédentes mandatures, on avait dit le numérique, ça va être l'informatisation des entreprises, c'est important. Aujourd'hui, c'est plus le sujet, je dirais l'informatisation. Là, toutes les entreprises quasiment sont informatisées. Ce qu'on observe en France, c'est que le client français, il est plus connecté que le client européen moyen. C'est-à-dire que le consommateur français est en tête pour l'utilisation du numérique pour ses achats. En revanche, l'entreprise française, elle est plutôt en bas de classement. C'est-à-dire que les entreprises françaises, et pas seulement l'artisanat, ont pris du retard dans les usages numériques. Alors, le numérique, vous avez commencé par quoi? Ce qui a bien fonctionné, par les relations avec l'administration, les relations avec vos clients, vos fournisseurs, les devis, tout ça, la gestion, la comptabilité. Vous avez commencé par ça, la dématérialisation, et ça a bien fonctionné. Le retard pris vraiment par les entreprises françaises et par l'artisanat, c'est les usages du numérique pour la vente et la communication. La vente à distance, mais surtout la communication. Beaucoup d'artisans se disaient, moi ça ne me concerne pas, je suis boulanger, mes clients ils sont dans mon quartier, pourquoi créer ma page Facebook, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus? Eh bien en réalité, pour le client que vous connaissez déjà, c'est peut-être pas important, mais c'est ce qui va pour les jeunes, en tout cas pour les jeunes qui vont venir, c'est ce qui va les amener dans votre boutique.
Et là, il y a un vrai retard pris par les entreprises artisanales. L'automatisation, ça a concerné plutôt les entreprises de fabrication. Ça a démarré, la robotisation, on en parle maintenant, mais le processus d'automatisation et d'équipement en machine à commande numérique, il est quand même relativement ancien. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui dans l'artisanat de fabrication. Et c'est ce qui a aussi conduit à révolutionner le modèle économique de cet artisanat de fabrication. Je l'ai dit, moins d'entreprises aujourd'hui, moins d'emplois salariés, mais les entreprises qui ont survécu, ça veut dire qu'elles se sont adaptées, elles se sont équipées en conséquence, et puis elles ont surtout développé des savoirs de spécialité qui leur ont permis de se maintenir sur ces marchés. Ce qu'on a vu aussi sur ces entreprises de fabrication, c'est qu'elles se sont beaucoup repositionnées sur des travaux de conception, conception sur mesure, de prototypage ou de petites séries. Et puis, alors, c'est pas fini, hein, puisque le numérique, dans l'équipement de fabrication, il y a encore énormément de nouveautés qui se préparent. La conception assistée va se développer, elle est annoncée également dans le bâtiment. Le système de gestion en temps réel, ça c'est pour l'artisanat de fabrication. Et puis surtout, la grande révolution qu'on nous annonce, c'est l'Internet des objets, qui va bien se mettre en place dans le bâtiment, dans la maintenance des machines, dans le bâtiment également avec des compteurs intelligents d'énergie, etc., etc. L'imprimante 3D, on nous en parle beaucoup dans la presse. Est-ce que ça va vraiment impacter l'artisanat? On peut construire au bâtiment. Enfin, aux États-Unis, déjà, on construit des bâtiments en imprimante 3D, avec des méga imprimantes 3D. Donc ça peut concerner absolument tous les secteurs. La question c'est, est-ce que c'est rentable économiquement, et surtout, est-ce que c'est pertinent? Alors, ce que disent les experts, c'est qu'on est au niveau du particulier, on est sur des usages vraiment en développement, et que le marché devrait arriver à maturité d'ici 10 ans. Et on voit quand même certaines applications déjà dans l'artisanat pour du prototypage et de la personnalisation de produits, avec dans la bijouterie, la lunetterie, je vais concevoir un prototype de lunettes adapté à vos mesures par l'imprimante 3D, en prothèse dentaire également. Et vous avez ici un site d'ébéniste qui propose du mobilier personnalisé en 3D. Donc ça peut se développer, il peut y avoir des marchés dans l'artisanat. Et puis surtout le grand sujet, c'est l'ubérisation, donc ce que permet l'usage numérique en matière de désintermédiation entre le client et l'entreprise. Et on a fait le recensement à l'Institut supérieur des métiers des plateformes positionnées sur l'artisanat. On est à 150 plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, se développent de plus en plus de plateformes absolument dans tous les secteurs. Alors dans le BTP, on en a pléthore qui se positionnent sur les services à domicile pour ce qu'on appelle le petit bricolage, monter une armoire, repeindre un mur, etc. Il y en a vraiment une grande combinaison. Dans le pressing, la cordonnerie, la coiffure, les soins de beauté, l'artisanat d'art, la réparation de produits électroménagers, la réparation automobile, le déménagement, la fabrication de plats emportés. Là, je ne vous ai pas tout mis, il y en a 150 en réalité. Beaucoup se créent et disparaissent, parce que Uber, ça a bien fonctionné parce qu'on a là une multinationale, mais dans les autres secteurs, on n'a pas encore de multinationale. Donc, toutes ces sites se font la course en fait pour se construire une réputation, pour attirer un maximum de clientèle et de professionnels. Et donc on va assister dans ces 5 années en fait à une compétition féroce entre ces plateformes. Alors le modèle, je l'ai expliqué. La commission, la plateforme prend une commission de 20% à peu près sur la prestation. Ces plateformes ne peuvent fonctionner que si elles ont derrière des professionnels, puisque pour faire la prestation, il faut des professionnels. Pourquoi ça s'est bien développé avec Uber, par exemple? C'est qu'on avait beaucoup de micro-entrepreneurs qui, par ces plateformes, en fait, se font leur clientèle. Quand on est tout seul dans son micro-entrepreneur, en général, on est dans son domicile et c'est extrêmement difficile de se développer sa clientèle. On va dire que ces plateformes ont utilisé la pléthore de micro-entrepreneurs installés pour pouvoir se développer. Si l'économie reprend, si on sort de la crise, eh bien, la vraie question qui est posée, les entrepreneurs vont plutôt se retourner vers des marchés classiques, si le marché reprend, et se détourner de ces plateformes. Il va y avoir peut-être
chez ces plateformes une difficulté à se développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore la place aujourd'hui pour des plateformes contrôlées ou gérées par des professionnels. Mais qu'en tous les cas, ces plateformes elles répondent à un besoin, hein, c'est le besoin de trouver rapidement le bon professionnel qui correspond et qui est proche de chez moi et qui peut intervenir rapidement, et que donc il est très urgent pour l'artisanat de se positionner sur ce créneau. Certaines plateformes sont développées avec des organisations professionnelles déjà. Alors, aujourd'hui, je l'ai dit, mis à part Uber, on avait des plateformes françaises, hein, des projets français. Beaucoup de ces projets d'ailleurs sont financés, subventionnés par des fonds publics, hein, puisque ce sont des start-up. Un cordonnier, enfin un ébéniste qui s'installe, c'est un ébéniste, mais un ébéniste qui utilise la machine, l'imprimante 3D, c'est une start-up. Hein, tout est question de mots, mais ça paraît beaucoup plus attractif pour le financeur. Donc celles-ci ne sont pas encore connues. Mais on annonce l'arrivée sur ces marchés de grosses majors américaines, notamment sur le marché de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. On annonce l'arrivée bientôt de Google, d'Elon Musk et de Mercedes-Benz sur les marchés de la rénovation énergétique. Et donc si ces majors se positionnent, là pour le coup ce sera beaucoup plus difficile pour les professionnels. Je prends l'exemple de l'hôtellerie, il y a deux plateformes, hein, Airbnb, enfin, il y a deux bookings, il y a quelques plateformes de réservation aujourd'hui pour l'hôtellerie. Quand il n'y a plus que 2 ou 3 grandes sociétés qui se font concurrence, elles sont en capacité de faire monter évidemment les marges et le commissionnement. Tant qu'il y a une dizaine de plateformes, elles ne sont pas puissantes, elles ne peuvent pas peser sur les prix. Voilà. Alors, tout ça peut évoluer, vous suivez la presse avec moi, vous savez que l'URSSAF va faire un redressement probablement du beurre, hein, puisque le travail peut être requalifié, enfin la prestation entre les conducteurs VTC et Uber peut être requalifiée en travail. Il va y avoir des évolutions probablement juridiques, mais vous pouvez compter sur tous ces opérateurs hein, qui sortent sur le numérique pour trouver les prochaines failles juridiques et développer de nouveaux produits. Dans ce domaine, il ne faut pas être en retard, en fait, il faut plutôt anticiper. Alors, je vais conclure. Je vais conclure en essayant de répondre à la question. Vous êtes un organisme d'accompagnement des entreprises. Finalement, comment devez-vous orienter votre action pour les années à venir? Le premier point saillant, c'est que vraiment, on n'a plus un artisanat aujourd'hui, mais on a 3 artisanats. On a un premier pôle qui se développe. De plus en plus, je l'ai dit, c'est les entreprises sans salariés. C'est 60% aujourd'hui, plus de 60% des entreprises immatriculées à la Chambre du métier. Vous avez ensuite un petit pourcentage d'entreprises de 1 à 5 salariés qui sont des entreprises qui n'ont pas forcément vocation à se développer en taille, mais donc, qui sont en grosse difficulté économique. Ce sont probablement, pour certaines entreprises, le seuil de développement, le seuil de rentabilité n'est pas le bon, et ce qui a produit d'ailleurs une grosse déperdition de ces entreprises. Et puis vous avez un pôle d'entreprise de plus de 10 salariés qui se développe dans l'artisanat. Donc d'un côté, de plus en plus d'entreprises sans salariés, de plus en plus d'entreprises de plus de 10 salariés, et puis au milieu, une vraie difficulté à faire monter les entreprises. Évidemment, l'entreprise de 10 salariés, elle n'a pas les mêmes besoins que le micro-entrepreneur ou l'entrepreneur qui travaille tout seul. Donc ça veut dire que peut-être qu'il faut réfléchir aussi à segmenter votre offre d'accompagnement en fonction du type d'entreprise qui vient vous voir. Deuxième point, pendant très longtemps, on a axé les politiques publiques sur la création d'entreprises, en disant on ne crée pas assez d'entreprises en France, il faut mettre toute l'énergie sur la création d'entreprises. Je dirais aujourd'hui, est-ce que c'est encore le problème? Parce que les créateurs d'entreprises, on en a beaucoup. Et peut-être qu'aujourd'hui, la priorité, c'est plus la création d'entreprises, mais les entreprises qui existent déjà et qui ont elles, pour le coup, des vraies difficultés à se structurer, à se développer. Donc ça, c'était un point d'interrogation. Une grosse partie, pour le coup, des opérateurs publics comme les chambres de métiers ont développé l'accompagnement à la création d'entreprises, tout ça fait partie de la mission, aussi parce qu'il y avait une demande des pouvoirs publics. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas rééquilibrer en direction des entreprises déjà existantes? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même vraiment des signaux très positifs en termes de marché.
Made in France, recherche de personnalisation du produit, recherche de produits locaux, Silver Economy. Il y a énormément de marchés qui sont favorables à l'artisanat. Efficacité énergétique aussi. Maintenant, pour accéder à ces marchés, la difficulté, c'est comment accéder à ces marchés, questionner sur l'efficacité énergétique. Difficile, sauf s'il se met en réseau entre plusieurs professionnels. Et donc ça veut dire que, certes, on a beaucoup de marchés porteurs, et la vraie question, ça va être de pouvoir faire en sorte que les entreprises artisanales puissent accéder à ces marchés, sachant que pour beaucoup, quand on parle de marché public, ben, on n'y va pas tout seul. Enfin, si on est tout seul et sans cellule administrative, je ne vois pas comment répondre à un marché public. Alors, autre point. En termes de stratégie de développement pour les entreprises, on a également 3 modèles. On a un gros marché, je l'ai dit, du service à domicile, du service à la personne. Tous les urbains, toutes les personnes âgées qui ont besoin de prestations à domicile ou de dépannage. Les gens, ils bricolent, mais ils ne savent pas changer une ampoule, ils ne savent pas changer l'huile de leur moteur, etc. Il y a de plus en plus de femmes qui vivent seules aussi, qui ne savent pas trop se débrouiller. On a beaucoup d'hommes aussi qui ne savent plus bricoler. Donc on a besoin de développer des prestations de dépannage à domicile. C'est ce qui explique aussi le boom de ces plateformes. Ça répond à un vrai besoin. Et là, sur ce marché, on trouve aujourd'hui, c'est là où on trouve beaucoup de micro-entrepreneurs, structurés par le biais de ces plateformes. C'est un marché qui va continuer à se développer parce qu'il y a une demande. Ensuite, on a un modèle d'entreprise généraliste. Là, c'est des entreprises plus structurées. Prenons l'exemple du coiffeur. Aujourd'hui, quand un client va chez le coiffeur, il va chez le coiffeur, mais s'il peut avoir les ongles et puis l'esthétique en même temps, c'est mieux. Quand je vais voir un maçon parce que je dois rénover ma maison, je souhaite quelqu'un qui puisse me faire l'électricité, le carrelage, la peinture, et donc me répondre à un besoin beaucoup plus global, avec un assortiment de métiers. Pour que l'entreprise soit en capacité de répondre à ces besoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va grossir en taille, elle va embaucher une coiffeuse, mais aussi une esthéticienne et quelqu'un qui va faire l'onglerie, donc ça veut dire qu'elle est plus grosse en taille, et elle va proposer plusieurs métiers en interne, ou bien ça va être une alliance de plusieurs indépendants qui vont se structurer pour pouvoir répondre à cet assortiment de compétences qu'essaient de faire aussi les entreprises du bâtiment. Et donc là, on est sur un modèle d'entreprise généraliste. Et puis on a un troisième modèle qui est l'artisan ultra spécialiste qui va développer un savoir-faire de haute spécialité. Le mouton à 5 pattes, c'est l'artisan qui va être capable de faire le sur-mesure qu'aucune autre entreprise ne pourra faire, avec des savoir-faire très très pointus. Cet artisan spécialiste, en général, il va devoir aller chercher ses marchés un peu plus loin que dans le quartier, la commune ou l'agglomération. Ce sont en général des entreprises qui vont se positionner à l'échelle régionale, interrégionale, voire nationale et internationale. Et donc, on voit bien sur ces 3 modèles d'entreprise également, j'ai des problématiques de développement qui sont radicalement différentes. Là, on aura beaucoup d'entreprises qui n'auront pas de locaux professionnels, qui vont intervenir principalement chez le client. Là, j'ai des entreprises employeuses avec des locaux d'activité. Je vais avoir plus un artisanat de boutique ou un artisanat d'atelier. Et là, je vais avoir des exportateurs. Donc, à chaque fois aussi, je vais avoir des problématiques d'accompagnement très différentes. Il y a une vraie place aussi pour les spécialistes. Beaucoup d'entreprises de l'artisanat de sous-traitance industrielle se sont positionnées sur des savoir-faire de spécialité. C'est vrai aussi de tous les métiers d'art, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres activités. Alors, on va terminer. Et je vais essayer de positiver tout ce que j'ai pu vous dire. C'est pas parce que tout change que tout est négatif dans l'artisanat. On est sur des vraies mutations. Le métier, il demeure. Est-ce qu'il y a un risque pour les métiers? Non. Même si on utilise une plateforme pour trouver son client, derrière, il faut avoir une compétence professionnelle. Donc il n'y a pas de risque sur la qualité de la prestation de métier, d'autant que ces plateformes, elles vont faire le tri aussi entre les bons et les pas bons. Vous avez bien compris que dans toutes ces plateformes, il y a une notation de la prestation qui se fait. Et donc, pour moi, il n'y a pas un péril sur la qualité, sur le geste et le métier, d'autant que la population, le client, est en attente et fan de ce geste artisanal. Ce qui est important, ça va être vraiment de développer, de valoriser
tout ce que font les artisans en matière de conception et en matière de commercialisation. Les artisans, en même temps qu'ils fabriquaient, avant, ils écoutaient le client, vous voulez quoi, ils faisaient des plans, ils faisaient des dessins, souvent, et donc il y a souvent dans l'artisanat un savoir-faire de conception, mais qui n'est pas, chiffré sur la facture. Hein. Et pareil, souvent il y a du service après-vente, mais non plus qui n'est pas, je vais vous dépanner, je vais passer, il n'est pas extrêmement valorisé. Ce qui est important aujourd'hui, je pense, pour les entreprises artisanales, ça va être vraiment de valoriser ces prestations en termes de conception, en termes de service après-vente, puisqu'il y a là une vraie attente du client, et surtout le client est prêt à payer pour ça, peut-être plus que pour la fabrication. Autre point, il faut que les artisans restent des professionnels dans leur métier, mais aussi il faut qu'ils deviennent de plus en plus pointus dans les usages numériques. Moi j'ai été frappée quand j'ai rencontré des jeunes qui étaient en CAP dernièrement. Pour moi un jeune il a un téléphone greffé dans la main, donc il sait utiliser tout ça, et en fait je me suis trouvée face à des jeunes qui avaient des usages extrêmement limités et qui avaient des difficultés à rechercher l'information dans leur téléphone. Donc ils ont l'air de savoir maîtriser, mais ils ne maîtrisent pas du tout en réalité. Et donc il y a aussi un besoin de progresser, de maîtriser ces compétences, tant de la part des chefs d'entreprise que aussi des ouvriers. Maintenant, un ouvrier du bâtiment, il va faire ses rendus de chantier grâce à des tablettes numériques. Il faut absolument qu'il maîtrise ces outils. On parle aujourd'hui de cerveau d'œuvre et de main-d'œuvre. Et puis surtout, il va falloir aussi renforcer la communication. On est sur beaucoup de marchés favorables. Je parlais du Made in France. Et il y a probablement, on voit que les grandes entreprises surfent sur ces tendances de consommation. Regardez Michel et Augustin, là, ceux qui ont sorti les gâteaux, ils ont complètement surfé sur les valeurs de l'artisanat, en personnalisant le nom d'entreprise. Hein. C'est aussi Auchan et de ses filiales qui a créé comme ça chez Jules, c'est-à-dire on personnalise la relation, on a l'impression d'avoir en face une entreprise artisanale, on valorise le fait sur mesure, on valorise le Made in France. Les grandes entreprises ont bien compris et elles valorisent finalement ces savoir-faire ou ces dimensions artisanales. L'artisanat le fait moins. Il ne valorise pas forcément toutes ces valeurs ajoutées. Le produit artisanal, il est premium, pour parler mode, hein. Le produit artisanal, il est premium, il est made in France. Vous êtes des startups, c'est simplement un problème de vocabulaire et de présentation des mots. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Oui, peut-être un dernier point sur le numérique. Est-ce qu'il faut avoir peur de la révolution numérique? Non. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elle est complètement en marche et elle va être imposée par vos clients. Hein, même j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui disaient oui, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ok, sauf que tous vos clients maintenant sont connectés. Et donc, ce sont les clients, pour les entreprises les plus réticentes, ce sont les clients qui vont vous faire basculer dans ce monde-là. Le numérique, il a été très positif en termes d'administration, comptabilité. Ça peut apporter de la simplification administrative. Ça peut apporter à moindre coût une vraie vitrine commerciale. Enfin, un site internet, beaucoup d'entreprises exportatrices ont développé leur exportation grâce à un site qui les a fait connaître à l'étranger. En termes de coût de développement, c'est pas extravagant et ça permet d'avoir une vitrine complémentaire. Le digital, en fait, en réalité, c'est un outil de proximité relationnelle. On est un peu sur les standards de l'entreprise artisanale. Ce qui caractérise l'entreprise artisanale, c'est sa proximité avec le client. Eh bien, le téléphone aussi, en fait, crée cette proximité relationnelle. Et puis surtout, les entreprises fonctionnent déjà avec cette révolution digitale, mais tous les accompagnateurs de l'économie vont devoir se mettre aussi à cette économie digitale. J'ai parlé dès lors des experts comptables qui doivent réfléchir à cet environnement. Les juristes, aujourd'hui il y a des plateformes juridiques, hein. Uber, ça ne concerne pas que les taxis, il y a des services juridiques qui sont proposés aux entreprises à moindre coût, et aussi la Chambre de métier peut-être doit se poser la question de la façon dont elle peut utiliser ces prestations numériques pour répondre aux besoins des entreprises.
voilà, j'étais un petit peu dans tous les côtés. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Et puis, peut-être on vous laisse la parole pour des compléments, des réactions, je ne suis pas d'accord, ou des témoignages. Merci pour tout ce que vous avez dit. Est-ce que les micro-entreprises ont une équivalence en Europe? Si oui, depuis combien de temps et qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai pas expertisé le sujet, mais on était il y a peu, il y avait des rencontres franco-allemandes des chambres de métiers, et j'ai participé à ces rencontres franco-allemandes. Et en Allemagne, il y a exactement le même phénomène. Il y a aussi, on est exactement dans le même phénomène, en Angleterre aussi, aux États-Unis. Donc au moins dans ces pays, on est sur le même type de régime, avec une montée en puissance également de ce type de prestataire. La France, quand elle a adopté, en fait, je crois, enfin, j'étais pas dans le secret des dieux quand la loi a été votée, mais le modèle, c'était le modèle américain. C'était le modèle américain en disant, aujourd'hui, je crois que c'est un salarié sur 4, enfin un salarié, un actif sur 4 a le statut micro-entrepreneur aux États-Unis. On annonce 1 sur 3 prochainement. Et donc, c'est vrai qu'en solution, dans un contexte de crise économique, l'idée probablement du législateur, c'était de libérer les synergies de façon à faciliter l'installation des demandeurs d'emploi. En réalité, ce qu'on observe, c'est quand on regarde les chiffres qui sont les micro-entrepreneurs, ils ne sont pas plus demandeurs d'emploi que les entrepreneurs classiques. Ce sont plutôt des gens qui utilisent, en fait, ce régime pour s'installer. Parce qu'il y a zéro risque en fait. J'essaie, je tente, ça marche pas, finalement j'ai pas perdu d'argent. C'est aussi un nouvel modèle entrepreneurial, sans risque, spontané, j'essaie, et puis je passe à autre chose. Ça produit d'autres effets aussi, c'est une baisse des reprises d'entreprises, voilà, qui sont divisées par deux, qui ont chuté, divisées par deux, parce qu'on est plus maintenant sur un entrepreneuriat, j'essaie, je vois, ça marche pas, je passe à autre chose. Quand on reprend une entreprise, c'est risque financier, c'est beaucoup d'argent. On est aux antipodes en termes de modèle entrepreneurial. Et je n'en ai pas parlé, mais il faut aussi s'inquiéter de ce phénomène. La moitié des emplois salariés d'Artisanat aujourd'hui, elles sont dans les entreprises qui ont plus de 10 ans. Ces entreprises, ce sont les entreprises employeuses, structurées dont je vous parlais, dont je vous disais que le nombre était plutôt en baisse. Si ces entreprises disparaissent et ne sont pas reprises, on va avoir une vraie déperdition d'emplois salariés, mais de compétences également. De compétences. Alors oui, je ne peux pas répondre plus exactement à votre question, je m'en excuse, mais ce phénomène existe, c'était ce que disaient les chambres de métiers allemandes de la même façon, et je sais aux États-Unis et en Grande-Bretagne. D'autres réactions? Bonjour. Donc je voudrais témoigner d'une reprise d'activité en fait. J'étais ingénieur d'une grande entreprise et je me suis mis à faire de l'artisanat. Donc avec le statut. Vous êtes, j'ai un statut micro-entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'ai passé les 60 ans, donc maintenant j'arrive à l'âge de la retraite. Mais avec tous les décalages, comme j'étais artisan dans le passé, ça me porte à 67 ans en fait. Donc je me suis dit, je vais tenter le coup de me mettre au bricolage. Grande surprise, ça a fonctionné. Alors le site le plus connu qui a démarré, c'était Famille Héros. C'est un peu mythique, mais c'est le club de la mère célibataire qui ne sait pas... Voilà, qui est toute seule, il faut tout refaire, il faut relooker sa maison, etc. Donc j'ai démarré avec cette clientèle-là, ça a marché 1 an, fort bien. Et puis après, il y a d'autres sites qui sont apparus. Donc le premier modèle, se faire aider, Famille Héros, prend un abonnement au client. Et ensuite, l'artisan ou le prestataire de service, lui, peut répondre en faisant ses prix, c'est-à-dire on est libre de négocier. Alors, clairement, Famille Héros, c'est du service à la personne. Il y a la garde d'enfants, tout ce qu'on peut faire. Donc, première année, j'ai fait que du CESU, ça a bien fonctionné. Deuxième année, j'ai eu des clients professionnels qui sont apparus par le bouche à oreille, par d'autres plateformes. Et là, j'ai pris le statut de micro-entrepreneur. Et là, il y a 2 types de start-up. En général, c'est des jeunes qui ont 4 mains gauches, qui ne savent rien faire,
et qui utilisent des données, ils font des compilations pour décider qu'une intervention, par exemple, pour changer des rideaux, des trucs, des petits bricolages, ça sera, par exemple, là j'ai une demande aujourd'hui, 18 €. Mais je ne vais pas me déplacer. Qui paye les charges? Qui paye le transport? Je veux dire, vous voyez, c'est complètement aberrant. Alors c'est vrai que sur Internet, le pouvoir d'achat tire vers le bas. Ça ne vaut pas une vraie clientèle d'artisans. Il faut tout diviser par 4, en gros. Ces entreprises-là s'inspirent du modèle d'Airbnb. Je trouve que ce modèle est très dangereux. Parce que personne ne paye les charges sociales. Dans le cas de familles héros, on rentre dans le service à domicile. Donc c'est par chèque CESU, on s'y retrouve, on est salarié à multi en. Dans le cas de Super Mano, c'est pas le cas. C'est dangereux, je les ai déjà prévenus, je dis mais essayez de salarier au moins tous vos intervenants. En plus, ce sont des gens qui mettent en compétition les artisans. Alors il y a ce faire aider aussi qui est dans le même genre. Alors je vis beaucoup avec ce faire aider en ce moment, parce que la mise en relation est gratuite pour le client. Par contre, pour les artisans, il y a intérêt à décrocher le téléphone rapide. Un téléphone à la main, la perceuse dans l'autre. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, ça nous soumet à un sacré stress. Voilà. Merci de votre témoignage. Alors, vous faites partie de ces nouveaux profils entrepreneurs. Hein. Ouais. Et je ne l'ai pas dit, mais aussi, effectivement, on a un entrepreneur sur 10, non, sur 5, aujourd'hui, un créateur d'entreprise sur 5 qui a plus de 60 ans dans l'artisanat, 55 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dans votre cas, on a beaucoup de gens qui s'installent après un premier parcours professionnel. Et donc, l'âge aussi, l'âge va augmenter, mais pas pour les raisons qu'on pensait, tout simplement parce qu'on a des installations plus tardives. Et effectivement, vous montrez bien l'atout de ces plateformes pour trouver du business, mais aussi les usages. Effectivement, on a regardé dans notre étude, on l'a publiée en début d'année, ce que demandaient ces plateformes. Elles ne sont pas trop regardantes en réalité sur les qualifications des professionnels. Certaines demandent des déclarations sur l'honneur, oui j'ai un diplôme, mais en réalité elles sont très très peu regardantes. Et parfois effectivement elles utilisent le CESU pour détourner les problèmes de statut. C'est ce que j'aime pas là. C'est qu'il y en a qui sont dangereuses, elles prennent un quart de commission. C'est plutôt 25%. C'est pas rien. Et plus elles vont être puissantes, plus la marge risque d'être importante. On l'a vu avec Uber qui à un moment donné a fait monter le montant de ses commissions. Là ils sont en train de rétro-pédaler. Mais voilà. Merci de ce témoignage. Oui, je voulais simplement dire 2-3 mots. En ce qui concerne Uber, on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que c'est la précarité. On voit, il y a des reportages où la personne arrive difficilement à vivre avec plus de 20 heures dans son véhicule. Le succès de Uber, qui arrive à lever des milliards, c'est pas parce qu'il y a un bon service. Certes, il n'est pas mauvais, mais c'est parce qu'il contrôle les flux. Et que demain, il va revendre ces flux pour pouvoir savoir les manières de consommer afin que d'autres puissent de plus en plus vendre des produits qui ressemblent à la personne. Donc ça, c'est déjà un problème. Le deuxième problème, vous nous dites que les gens aiment le geste artisanal, il faut que les gens se forment. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que vous avez une loi Sapin qui remet en cause les qualifications. C'est-à-dire qu'on revient quand même à la loi Le Chapelier de 1791. On a vraiment évolué. Deuxièmement, on est écrété sur les fonds de formation. Les fonds d'assurance de formation des chefs d'entreprise artisanaux vont redonner à l'État, sur nos cotisations, presque 6 millions, entre 6 et 7 000. Comment on peut accompagner des artisans qui veulent se former si on est obligé de baisser le taux horaire afin de ne pas être déficitaire? Parce que ça, c'est un vrai problème. Donc, on voit qu'il y a des demandes, on voit qu'il y a des enjeux, et quelque part, on nous prive d'un certain statut. On voit maintenant qu'on n'a plus la qualification de chef d'artisan. On l'avait à bout de 6 ans. Maintenant, on l'a immédiatement. Bon, ça rentre un peu dans les us et coutumes. Je pense qu'il y a une évolution de la population
des consommations qui de plus en plus veulent voyager en TGV avec un prix du TER, et ça c'est un vrai problème. Et on est à l'intérieur de ces personnes, il ne faut pas s'exclure, parce qu'on a ce même raisonnement, ce même comportement quand on va chez un autre artisan ou dans un commerce. Donc, mais je pense que quand on voit votre présentation, on a l'impression que l'artisanat est hors sol. On dépend d'une réglementation, on dépend aussi d'une institution qui s'appelle l'éducation nationale. La problématique, c'est que les profs ne sont jamais sortis de l'école. Il faudrait peut-être d'abord mettre les profs dans les entreprises. Vous allez me dire, vous pourriez mettre aussi des ministres, ça leur fait pas de mal non plus. Et puis, pour qu'ils voient que l'entreprise, on a des organisations professionnelles font des visites d'entreprise. Certains élèves disent non, mais ça ne me concerne pas, je suis premier de la classe. On a un vrai problème avec ça. Et puis je pense aussi que les chambres de métiers dont on est les administrateurs, les élus, c'est qu'on a un RM et on ne sait pas trop ce qu'on a dans le RM. Donc il faut qualifier, parce que je pense qu'on ne répond pas forcément à toute la demande à l'intérieur, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on aurait des ressortissants auraient besoin, par exemple, de l'accompagnement sur comment remplir des formulaires administratifs. Oui. Alors vous citez plein de problèmes, plein de questions. Sur le modèle économique d'Uber, il est clair, il se fait payer en prenant une marge sur l'intermédiation, donc on a parlé 20 jusqu'à 25%. Mais aussi la vraie force du modèle économique, c'est que c'est zéro investissement. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend Uber, qui achète les voitures, c'est les professionnels eux-mêmes. Hein. Donc Uber ne supporte aucun frais d'investissement, et en fait, c'est à l'échelle du monde entier uniquement 3000 salariés. Donc les charges sont extrêmement limitées, c'est pas de salariés ou très peu de salariés, pas d'investissement, et juste un commissionnement. Donc effectivement, le seul coût d'investissement, c'est le développement de la plateforme, de l'algorithme, comme on l'appelle, souvent d'ailleurs subventionné par les pouvoirs publics qui voient peut-être la prochaine start-up miraculeuse. Donc effectivement, ce modèle économique est très rentable. Alors, effectivement, l'artisanat n'est pas hors sol. Je ne suis pas rentrée dans la problématique de la réglementation fiscale, sociale, parce que là, on pourrait y passer une journée. C'est clair. Par contre, uniquement avec cet exemple de la loi micro-entrepreneur, c'est vrai, on voit bien la grande sensibilité de l'artisanat à toute réglementation. On voit qu'une seule loi, en fait, a complètement modifié la physionomie d'un secteur. Une seule loi en 2009. Donc on voit bien que l'artisanat est extrêmement sensible à toute la réglementation. Vous avez parfaitement raison. Et ce n'est qu'une réglementation parmi toutes les autres fortement contraignantes. Hein. Quand on pose la question aux artisans quel est le principal frein à votre développement, en un, ils disent la réglementation, très clairement. Et puis la problématique du recrutement, d'ailleurs, arrive en quatrième position. Il y a des outils pour ça. L'URSSAF a créé le TZ, oui. Le titre emploi-service entre salarié et une personne à la journée. C'est quand même bien comme outil. Mais ils n'en parlent pas, personne ne le connaît, ce truc-là. Alors, les plateformes numériques, effectivement, utilisent beaucoup ces systèmes pour payer, enfin, dans certains cas, pour payer les services, les prestations de services à la personne. Mais a priori, ce n'est pas la vocation, enfin, c'était pas le modèle traditionnel de l'artisan que de rémunérer ses prestataires. Je ne parlais pas du CESU. Le CESU, c'est le service à la personne. Le TES. Le TZ, c'est pour les artisans. Et c'est pas connu. Je ne sais pas répondre sur le TZ. Non, c'était juste... Comme je regarde l'heure, peut-être une dernière question, sans vouloir. Alors, il y en a deux. Oui, pardon, donc j'ai bien suivi votre présentation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la plupart des constats que vous avez faits. Il mériterait donc une plus grande discussion. Et j'aimerais revenir moi, juste sur la dernière formule que vous avez dit. Vous avez dit l'économie numérique, c'est un investissement très faible, à moindre coût. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous. Bien sûr, si on veut basculer sur un industrie numérique, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet sur le numérique. Il faut communiquer davantage sur ce qu'on fait, communiquer davantage sur nos produits, et il faut le faire sur du très long terme. C'est des choses que je pense que les artisans oublient. Il faut se remettre à commercialiser soi-même ses propres produits. Donc justement, la Chambre des métiers est là pour ça, je pense, pour réapprendre aux commerçants à vendre. Et on va vendre différemment demain par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc l'économie numérique, c'est un coût, il ne faut pas le négliger. C'est un coût qui est indispensable
pour la survie de son entreprise. Vous avez raison de corriger. C'est vrai que si on prend, je vais vous passer la parole, un investissement en machine à commande numérique, c'est évidemment des très très lourds investissements, de 100 000 €, ça peut aller très très loin. Et c'est ce qui a conduit aussi aux entreprises de l'imprimerie, de l'ameublement à se reconfigurer totalement, très clairement, hein, quand on a à faire face à ce type d'investissement. En termes de communication, c'est vrai qu'on peut démarrer avec des investissements peu faibles. En même temps, c'est vrai que si on met toute sa stratégie là-dessus, il faut du temps, et le temps, c'est des coûts. Vous avez raison. Moi, je dirais la plus grosse problématique, et quand vous parlez de vitrines virtuelles, notamment dans l'artisanat, c'est ce que j'ai souvent dit, et posé la problématique quand on exporte pour un artisan. On a fait, je dirais, assez de salons à l'étranger pour voir ça. C'est que pour un artisan qui fait des pièces uniques, quand il va à l'étranger, qui commercialise sur une vitrine virtuelle, si vous avez un jour un Dubaïote ou un Chinois qui vous dit voilà, je veux 10 000 pièces comme ça, expliquez-moi comment il fait l'artisan. Et c'est ça la problématique. 10 000 pièces uniques. Il y a aussi les problèmes de la protection industrielle qui... Une dernière question. Bonsoir. Alors, vous avez évoqué le TZ, je rebondis rapidement dessus. C'est un petit problème de la digitalisation, c'est que avec la création des plateformes numériques, on crée des choses qui permettent, enfin, on dit aux gens, voilà, avec ces plateformes, vous allez pouvoir gérer des choses compliquées, vous-même, notamment la paye. Le TZ, c'est vrai, c'est un bel outil. Ça permet à n'importe quelle entreprise, théoriquement, de faire toutes ces formalités liées à l'embauche et de faire la paye de ses salariés et de pas avoir à payer un expert comptable. Mais le TZ, quand on n'a pas quelques notions de paye, c'est compliqué. J'embauche un apprenti, si je ne sais pas que la base de calcul des cotisations, c'est une base forfaitaire, si je ne sais pas calculer une mensualisation, si je ne sais pas faire une DSN, ce qu'on appelle une DSN événementielle quand il y a un arrêt maladie, je vais me lancer dans cet outil-là et je vais me perdre en fait. Donc le TZ, oui, c'est un bel exemple de numérisation qui peut permettre de faire des choses intéressantes, mais en toute honnêteté, il faut quand même un appui au moins au départ. Et j'accompagne pas mal d'entreprises artisanales sur ces problématiques-là, et voilà, c'est pas simple non plus, il faut se méfier. Parce que sur l'écran, il y a deux cases à remplir, le nombre d'heures et le tarif horaire, et ça crache la feuille de paye toute seule. C'est ça qui me fait... Sur le CESU ou sur le TZ? Ouais. Le TZ, c'est beaucoup plus compliqué. Tout est compliqué dans la fiche de paye. Quand on a commencé la fiche de paye, il y avait une ligne. Maintenant, il y a 2 pages. Ça, c'est comme le code du travail. Quand il y avait 3000 chômeurs, il faisait 300 pages. On a 3 millions de chômeurs, il fait plus de 3000 pages. Donc, vous savez, ça va avec le temps et avec le nombre de personnes. Moi, je voudrais d'abord vous remercier Catherine Elie d'avoir été avec nous ce soir. Une enquête, mais on pourra la faire revenir pour d'autres enquêtes, ça peut être intéressant. L'ISM fait beaucoup de choses, hein, donc on peut s'en servir. Et puis, pour les artisans qui sont là, n'hésitez pas, la Chambre de métier est là pour ça. Hein, quand on parle de droit du travail, quand on parle de tout un tas de choses, on a des agents qui sont spécialisés, qui sont prêts à vous répondre, et qui sont là pour vous répondre. Si on n'a pas, j'irai la réponse immédiate, parce qu'il peut y avoir des cas spécifiques, la Chambre peut trouver la réponse et vous fait. Alors, c'est un scoop, hein, que vous êtes les premiers quand même. Hein, le pass CMA Liberté. Voilà. Vous abonnez, vous avez droit à tout un tas de services. C'est un abonnement Chambre de métier, vous avez droit, libérez-vous de vos formalités, qui sont payantes normalement. Bénéficiez de conseils, en toute situation, juridique, formation, et puis profitez de la formation pour être au top, parce que, comme je dis souvent aux artisans que je vais voir, se former, c'est pas du temps perdu. Se former, c'est un investissement. Et investir dans l'avenir, ça rapporte toujours. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci à Catherine. Et
puis je vous invite à prendre le verre d'amitié, hein, tant qu'à faire.